Bien, c'est l'heure de l'apéritif avant de partir. Hein, on va ouvrir les deux. On les fait en parallèle, juste pour se rincer la bouche avant de vous envoyer déjeuner. Rapidement, 2 petites bulles pour changer l'atmosphère. En vrai, je suis contente de ne pas être passée sur une bulle. Hein. Voilà, et donc on va goûter un Prosecco et un Lambrusco. Je suis contente de ne pas être passée sur une bulle. L'Italie du Nord démarre donc la grande perspective bulle italienne. Tu sais sur quoi tu tombes Bien sûr, même deux. Non, les bulles en fait. Ouais. 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 Qui ça? Il a rigolé quand même. Pourquoi? Il est sérieux? Alors que peut-être pas, mais que les Italiens ont la tradition pour mettre quelques sous de plus sur les Prosecco, ça c'est sûr. Okay. En effet, c'est une question de prix toujours, d'accord? L'explosion du phénomène Prosecco a fait, et je vous montrerai les cartes, que Prosecco, ça signifie tout et rien, en vérité. Autant Lambrusco est un peu en perte de vitesse business, chose qui signifie qu'on recentre l'attention sur des produits qualitatifs, autant sur le Prosecco, le boom est encore en plein essor, chose qui signifie qu'encore on est dans l'explosion happy business. Okay? Je ne sais pas pour qui c'est. Parce que ça commence à coûter quelques euros de plus et pas tout le monde a l'attention qu'il faut. Okay? Mais en cherchant bien, par exemple, ce que je vous fais goûter est une rivée, qui est donc une mention géographique complémentaire à la DOCG. Mais oui, Braga, vraiment, un travail chose de qui qualité. signifie que vous êtes sur un produit déjà d'une autre carrure. Mais il ne faut pas perdre de vue une chose importante, qui est celle du Prosecco. Bon, allez, fais-moi rêver. Alors, qu'est-ce que ça signifie Prosecco? Signifie l'expression d'un seul cépage, la glera, qui est un cépage assez complexe, jamais vinifié en ferme. C'est des très grosses grappes, autour des 2 kg, 2,5 kg. Sur des vignes qui ont une vigueur monstrueuse, les vieilles vignes sont taillées comme les pommiers. Vous avez présent les pommiers industrialisés qui sont faits avec les branches collées comme ça, en position verticale, plus haut que moi. Et ben c'est ça les vignes traditionnelles de Prosecco. C'est des monstres sur lesquels apparaissent ces grappes de dimensions vraiment méga, je dirais. Ah, ça sent pas bon. Et du coup, c'est avec ça qu'on deal. Okay? Donc, 2. La tradition du Prosecco impose des méthodes charmates ou ancestrales. Jamais pour le Prosecco, on a rêvé de faire des méthodes traditionnelles, que je dirais champenoises, en me cachant la bouche. D'accord? Parce que je ne peux pas le dire. Mais juste pour vous donner l'idée. Ça veut dire qu'on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Nous n'avons pas d'autolyse. On peut éventuellement faire ce qu'on appelle des charmats longs, mais en vérité, ça reste dans le cadre de quelques mois, pas plus. On ne va pas chercher des mois et des mois d'autolyse, des dégorgements tardifs, des assemblages. Nous sommes à la recherche de vins de base de grande qualité qu'on met en effervescent pour les consommer dans leurs arômes primaires. C'est ça le Prosecco. Si on perd de vue ça, évidemment, toute comparaison avec d'autres méthodes traditionnelles, ça veut dire deuxième fermentation bouteille autolyse, fait perdre le Prosecco dès le départ. Mais on ne combat pas dans la même catégorie. Vous faites disons une rencontre entre un poids lourd avec un poids plume. Il va finir au tapis. Ce n'est pas possible de le faire jouer dans la même... Non, mais vous ouvrez la deuxième sur les effervescents, on n'y arrive pas. Voici ce que ça signifie Prosecco. Okay? Prosecco aujourd'hui signifie la réunion de deux grandes régions, ça veut dire la Vénétie et le Frioul-Vénétie julienne.
ça veut dire 300 millions de bouteilles, mais ça signifie aussi une petite hyper-spécialisation de l'appellation, avec une DOCG, Conegliano e Valdobbiadene, qui va réunir ce que j'aurais appelé ailleurs la zone classica. Et une autre petite appellation qui est celle de Asolo et des Colli Asolani. À l'intérieur de Conegliano et Valdobbiadene, le cru de Prosecco historique, Cartizze, une colline, une seule, comme Hermitage. Et toute une série de rivets qui sont donc comparables à des crus et donc des mono-origines. C'est ce que vous goûtez. Rive di Ogliano. Donc, un coteau bien précis, bien déterminé, qui se retrouve donc au niveau presque le plus haut de ma pyramide qualitative. Prosecco DOC de Treviso, donc cette zone ici. Asolo, qui est celle-là, Conegliano e Valdobbiadene, et à l'intérieur de Conegliano et Valdobbiadene, DOCG, 15 communes qui peuvent commencer à apparaître, 43 rivets et Cartizze qui fait 107 hectares. Tous vinifiés en deuxième fermentation, cuve close. Charmat, d'accord? C'est ça, la base. Vin de base excellent, Prosecco excellent. Vin de base pas très cool, Prosecco pas très bon, d'accord? Je n'ai pas la possibilité ni d'assembler, ni de faire de l'autolyse, ni... Je ne peux pas prendre un borgne, un bossu et un estropié et en faire une seule personne merveilleuse comme ça peut se produire lorsque vous travaillez en méthode traditionnelle. Moi, j'ai besoin de beaux vins de base pour avoir des excellents vins de base. Sauf que les vins de base, bah oui, hein, on se les boit. Non, je plaisante. Voilà, ok. Donc, Conegliano et Valdobbiadene, les rives distribuées, et ça, c'est Ogliano. Donc, ça, c'est ma mono-origine que vous avez dans le verre. Ok. Bon, ça reste quand même un rendement assez important. Nous sommes autour des 80 hectares. Oui, ça reste un rendement assez important, fait pour des vins effervescents. Mais malgré tout, bah, on sent la possibilité d'être différent. Autoclave, contrôlé, nous sommes environ autour des 5 mois, 6 mois. Allez, hop. Et 3 mois en bouteille avant commercialisation. Extra brut, donc on est à 1,5 g. Voici à quoi rassemblent les beaux vignobles de Prosecco. Scusate, hein. Ce n'est pas le champ de maïs planté à vigne. Hein. Ça, c'est des vraies collines entre Conegliano et Valdobbiadene. C'est ça, la zone historique et qualitative des vins de base de Prosecco. Vous aviez une question? Sur non. Alors, on a... Oui et non. On n'a pas des effervescents spécifiques sur des zones spécifiques avec des noms spécifiques aussi forts que Prosecco. Je parle bien des méthodes Charmat. Mais la méthode Charmat est distribuée sur toute la péninsule. Certaines appellations la prévoient en méthode complémentaire de vinification. Donc, le cahier des charges dit, existe aussi la version spumante, existe aussi la version effervescente. Et s'il y a des règles à poser, c'est là qu'on pose les minima qualitatifs à appliquer pour obtenir la version spumante ou effervescente. Donc, il existe en expression complémentaire d'une appellation donc liée à un territoire et à un cépage bien précis. Ah ben Prosecco, oui. Ah ben Prosecco, c'est DOC et DOCG. Parce que pour recadrer le débat et monter en pyramide qualitative, la DOCG a été la première démarche, les rives a été la deuxième démarche avec donc ce fameux zonage. Alors c'est vrai qu'on en fait 300 millions de bouteilles,
Mais c'est vrai aussi qu'on a des lieux magnifiques dont on obtient des vins de base qui finissent donc dans votre verre dans la version que vous avez actuellement. Voici donc à quoi ressemble donc Rive di Ogliano. Okay? Donc ça c'est, alors c'est des vignes un peu plus, c'est cultivé différemment, c'est des doubles gouillots. Et voilà, donc, et vous voyez le seau par rapport donc aux grappes. Si vous voyez bien, cette grappe a la dimension pratiquement du seau. Ok, alors qu'est-ce qui vous paraît? On échange entre nous. Ça va ou pas? Ça correspond à vos standards ou pas? La riva, ça correspond à un cru. Riva, dans le dialecte, ça signifie ripide, rêche, raide. Donc, ça signifie coteau. Okay? Donc, les coteaux di Ogliano donnent en effet les vins de base. Et donc, le cru prend le nom de rive, qui est une déformation de ripe, que ça signifie rêche, raide, en effet, et donc coteau. Est-ce que vous êtes déjà passé sur l'Ambrusco? Là, vous goûtez l'Ambrusco, qui donc est une méthode ancestrale. Et donc, vous avez la différence dans les deux verres entre une méthode Charmat sur laquelle, malgré tout, vous contrôlez une deuxième fermentation. La méthode Charmat se diffère de la méthode traditionnelle par quelle chose? En quoi une méthode traditionnelle et une méthode Charmat se diffèrent? Ça se fait pas dans le même contenant. Pour la méthode traditionnelle, le contenant obligatoire est la bouteille. Pour la méthode Charmat, nous pouvons utiliser des cuves hermétiques, donc de dimensions bien différentes. Si on vient sur le Lambrusco est tout autre chose. C'est une méthode ancestrale. Quelle est la différence de la méthode ancestrale par rapport à une méthode traditionnelle? Exactement. Et donc, c'est ce que vous avez dans le verre. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous avez une turbidité qui vient d'un vin non dégorgé. D'accord? Donc, fermento secco, que vous avez de l'autre côté, est une expression de l'un des Lambrusco pour lequel j'ai choisi une méthode ancestrale. Méthode Charmat et méthode ancestrale coexistent largement en Italie. Ce sont des méthodes largement employées et grandement utilisées. Ça veut dire que vous en trouvez presque plus que les méthodes traditionnelles, qui ont bien sûr leur zone, qui font leur vie. Si je vous dis Franciacorta, aujourd'hui Alto Piemonte, qui est Alta Langa, qui sont sublimissimes. Si je vous dis Alta Langa, Franciacorta, Trento Metodo Classico et autres, parce qu'il y en a distribués un peu dans toute Italie, on parle de méthodes traditionnelles, donc tout à fait comparables, autolyse, etc., etc. Si on doit éventuellement discuter, c'est sur cette table-là qu'on peut éventuellement commencer à faire rentrer les créments et les champagnes français. Mais hors de ce contexte, oui, on a peut-être une petite comparaison qu'on puisse faire avec quelques méthodes ancestrales françaises et quelques pétnates. Mais sur la méthode Charmat, je n'ai pas véritablement un exemple français viable à vous proposer en comparaison. Donc, Lambrusco. Et alors, sur les Lambrusco, j'ai dû faire vraiment un gros choix. Et donc, je vous présente un Lambrusco de cœur. Voilà. Puisque les Lambrusco, c'est une famille de cépages. Il y en a 60 qui sont répertoriés. Lambrusco viendrait de Labrusca, la vigne qui est l'anneau de conjonction entre la vigne sauvage et la vitis vinifera cultivée. Donc, la domestication de la vigne passe par les vitis labrusca. Décrite donc à l'époque romaine. Lambrusco viendrait de là. 60 répertoriés dans les vignobles de collection, dont certaines forment encore sexuées. Ça signifie vigne mâle et vigne femelle, deux organismes séparés. Autant que vous savez bien que la domestication de la vigne est passée par l'hermaphroditisme, fleur mâle et fleur femelle sur la même plante. Ça, c'est le premier signe de la domestication.
Donc, les lambrusco, il y en a donc une très grande catégorie, dispersée ici et là, une bonne dizaine, largement cultivée. Donc, faites attention quand vous choisissez votre lambrusco. Première question, lequel est-ce? Maestri, Sorbara, Salamino, Santa Croce. Parce que chacun fait un peu sa vie. Alors, moi, j'ai choisi Sorbara, puisque, voilà, dans les méthodes ancestrales, il se prête bien. C'est un lambrusco plutôt rose, délicat, et qui a donc énormément d'arômes qui rappellent les fruits, les fleurs, à ce côté gentil, et qui donc se prête à cette fermentation, fin de fermentation bouteille, avec un résiduel qui est évidemment présent. Donc voilà, Sorbara est un peu ça a été mon idée. Mais vous trouvez des choses autant différentes que complexes, plus rouges, plus colorées, plus tanniques, totalement secs, plus sucrés, selon effectivement le type de lambrusco, le vigneron que vous interrogez ou sur lequel vous investissez. Mais dans la totalité, c'est des cépages de pellicule rouge, rose, qui vont être vinifiés de ça à rouge tannique sec avec bulle, que je vous laisse découvrir. Si vous connaissez un domaine qui s'appelle Cadenoci et vous prenez son sottobosco, je vous laisse découvrir ça. Oui? Alors, ça existe, mais sous forme de blanc de noir. Donc, c'est un produit construit comme on pourrait obtenir des blancs de noir à partir de pinot noir ou, pour moi, de Nebbiolo. Mais les variétés sont, pour la plupart, celles exploitées sont à pellicule rouge. Bon, notre version est sec. Donc, notre ferment est sec. Et il vient d'ici. Donc, ça, c'est la petite zone viticole dans laquelle on trouve le Sorbara. Donc, voilà. Et la difficulté d'un produit comme ça, c'est de mettre en bouteille un mou qui est en train de se transformer, tout en étant à peu près sûr qu'il finisse ses sucres et que donc cette queue de fermentation puisse me donner le vin que je bois. Voilà. Et donc nous sommes sous Ermete Medici, qui est probablement l'un des domaines historiques qui existent. Et ça, c'est son fermento secco. Ferment, puisque évidemment, ça fait un petit écho à la méthode ancestrale, avec donc une fin de fermentation en bouteille. Donc voilà, deux expressions pour moi assez qualitatives de deux produits plutôt différents en soi. Je vous ai tué là. Hein? J'aimerais quelques petits commentaires avant de vous laisser partir manger. Lequel vous avez préféré? Est-ce qu'il y en a un qui vous a surpris plus que l'autre? De l'autolyse. Ça reste de l'autolyse. Hein. C'est un peu la croix et la délice de bouteilles de ce type. On est sur 2020, donc il est en bouteille depuis, on peut considérer la fin de 2020, puisque c'est le mou qui se transforme. Donc vous imaginez bien, il faut bien, on le met dedans. Nous sommes en 2023, bientôt 24, il est encore sur ses lits fines. Donc évidemment, les arômes vont évoluer de plus en plus en prenant ce qu'on appelle des côtés autolytiques. Donc, les fruits deviennent crème de fruits, gelée, mais ça se développe aussi tout un côté un peu plus sous-jacent, sous-bois, qui vient de ce côté autolytique, un peu comme les champagnes rosés, sans vouloir faire de comparaison, mais dans le contexte de l'évolution aromatique vers les sous-bois. Puisque ça reste sur autolyse, l'autolyse continue de travailler. La partie opaque, translucide, et donc le brouillard que vous voyez, c'est en effet les levures mortes en décomposition. Hey, ma merveilleuse autolyse, qui préserve malgré tout le vin dans sa fraîcheur. Et donc c'est un peu ce secret de ces vins et de ces pétillants naturels que 6 bouchées en capsule bière
même si ça donne une impression assez peu sexy, donne véritablement un vrai potentiel de garde à ces vins qui restent donc sur leur levure. Et donc, cette levure morte fait un peu portrait de Dorian Gray. Il y a un truc qui vieillit, ça sont les arômes, pendant que tout le reste garde son intégrité de bouche. D'ailleurs, la bouche est fraîche. Si vous faites abstraction des arômes qui ont commencé un tout petit peu à aller vers des notes un peu plus complexes, plus évoluées, vous êtes sur... alors, si vous l'achetez tout frais, à peine fait, c'est hyper fruité. Plus vous laissez passer le temps par rapport, et plus vous rentrez dans ces mondes de transformation et de tertiaire qui sont très intéressants sur les méthodes ancestrales. Là, les méthodes ancestrales sont Alors, je dois vous avouer que j'ai des bouteilles de Prosecco, alors pas forcément de Lambrusco, mais de Prosecco méthode ancestrale, encore capsule bière, qui ont 20 ans. Et que je bois, évidemment. Oui. Ouais. Ouais. Elles ont échappé à ma surveillance, et puis je les ai retrouvées, et puis je me suis dit, bah tiens, goûtons ça. Celles en liège ont été gentiment éliminées. Certaines bues, d'autres vidées, parce que le liège n'est pas aussi étanche que la capsule bière. Mais j'ai une petite sélection capsule bière qui ont aujourd'hui, pas loin de 20 ans et que sont buvables. Tout à fait intéressantes. Question ? Je sais, c'est assez peu sexy, mais si je dois choisir, je vote aux capsules bière. Mais d'ailleurs, si vous regardez bien, la plupart des maisons champenoises gardent sur autolyse en capsule bière. Et ce n'est qu'au moment du dégorgement et dosage qu'on vous remet un bouchon liège et on vous l'envoie. Donc techniquement, les champenois le savent aussi. Et sur les pétnates, des bouteilles comme dans ce cas qui n'ont pas forcément velléité d'ambition, de noblesse, la capsule bière fonctionne plus que bien, je vous assure. Mais d'ailleurs, même en France, pas mal de producteurs de pétnates continuent de mettre en bouteille en capsule bière, sont véritablement des gros patèmes d'âme.